Camarades élèves ingénieurs, membres de l'ADENSA, très chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Madina Tall, élève ingénieur en troisième année de formation à l'ENSA de Thiès. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans votre nouveau numéro de Parcours de l'agronome. Alors aujourd'hui, nous avons un invité qui, comme vous le voyez, est jeune par son âge, mais âgé de par ses réalisations. Il s'agit de M. Ahmed Tidiane Diallo, de la 26e promotion. Et je pense que vous l'aurez deviné par son charisme et sa stature qu'il est de spécialisation, roulement de tambour, agroéconomiste. Alors, je vous l'ai dit, ce n'est pas de ma faute, ce sont les agroéconomistes qui sont plus au devant de la scène. Alors, Monsieur Diallo, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous présenter parce que je sais que c'est une tâche trop ardue pour moi. Donc, je vais vous laisser faire par vous-même. Merci Madina. Merci tout d'abord à tous les téléspectateurs, particulièrement les ingénieurs agronomes et les élèves ingénieurs. Et mention spéciale à l'amicale, à la commission presse et relations extérieures pour cette belle initiative. Donc je suis Amadou Tidiane Diallo, je suis ingénieur agronome, agroéconomiste, comme vous l'avez dit, et je suis titulaire également du master en agrobusiness et développement des chaînes de valeur à l'ENSA de Thiès. J'ai fait partie de la première promotion du master et 26e promo de l'ENSA. Voilà. Alors, je pense que vous l'avez abrégé pour ne pas tirer à longueur. Alors, comme il est de coutume, nous allons commencer par vous demander de vous parler un peu de votre cursus scolaire et de votre parcours professionnel de manière vraiment brève, parce que je sais que si on voulait vraiment entrer dans les détails, ça va prendre toute l'émission. Donc, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel. Oui, merci Madina. Donc, comme vous le savez, j'ai démarré mon cycle scolaire à Ziguinchor, puisque je suis né à Ziguinchor. Donc, j'ai commencé le jardin d'enfants, j'ai fait mon jardin d'enfants plus précisément à Nema, sur la route de l'aéroport. J'ai également fait l'école qu'on appelle l'école Matar Diémé de Kanyala, pour ceux qui connaissent Ziguinchor, jusqu'au CP, je pense bien. Je suis parti à l'école des Sœurs. C'est une école privée catholique qui est à Tilène, toujours dans la région de Ziguinchor. Et je suis allé au collège Sacré-Cœur. Après mon BFM, ça a coïncidé avec la création du lycée agricole de Bignona, donc, qui était à sa 3e année, si je me rappelle bien, bon, je ne sais pas. Donc, je suis allé au lycée agricole de Bignona. C'est là où j'ai commencé à me frotter avec les sciences agronomiques. J'ai fait la première, la seconde, la première, la terminale S4. Malheureusement, l'année où je devais faire le bac, j'ai fait un accident. Je jouais au foot, je me suis cassé le pied, jusqu'à présent j'ai des fers dedans. Et j'ai fait un transfert, et je suis revenu au lycée Ablaye Sadji. Donc c'est au lycée Ablaye Sadji que j'ai eu mon bac en série S2. Et j'ai réussi, par la grâce de Dieu, au concours de l'ENSA. Et voilà. J'ai fait de la première à la sortie à l'ENSA de Thiès. Voici un peu le résumé de mon parcours. Donc j'ai étudié dans 3 villes, dans 3 régions du moins, la région de Ziguinchor, la région de Dakar et la région de Thiès. Voilà. Donc vous connaissez un peu le Sénégal et surtout le sud, même du sud comme vous le dites. Alors nous allons directement passer par la traditionnelle question de votre séjour, tant sur le plan pédagogique que social à l'ENSA. Comment c'était en fait, comment avez-vous vécu cela? Oui, l'ENSA, comme j'ai l'habitude de le dire, l'ENSA c'est là où nous, on a appris à être homme, pour ne pas dire garçon. Parce que c'est là où vraiment on a connu une autre vie, une autre vie sociale. Et comme on a l'habitude de dire, là-bas, ce qui nous a amené là-bas, c'était le savoir. Mais
il n'y a pas que le savoir qu'il faut apprendre à l'ENSA. Nous, on a appris également le savoir-être. Parce qu'entre camarades d'horizons divers, de cultures différentes, quand je dis de cultures différentes, parce que nous avions beaucoup d'étrangers qui n'étaient pas censés avoir la même culture que nous, Sénégalais. Et on a appris à vivre ensemble pendant 5 ans, au minimum, pour certains. Et aujourd'hui, ce qui résume la vie sociale, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas d'autres amis intimes autres que les camarades de l'ENSA. Donc ça veut dire que c'est une part importante dans notre vie, parce que là où tu as fait 5 ans de ton adolescence, c'est important. Et jusqu'à présent, les meilleures relations, que ce soit professionnelles ou par moment amicales, ce sont souvent des amis de l'ENSA. Donc c'est important. Donc l'ENSA est gravé maintenant dans notre système, dans notre ADN. Quel que soit Alpha, c'est notre identité remarquable à nous tous. Et nous sommes très fiers. Donc ça, c'est ma vie sociale un peu à l'ENSA. J'ai appris à connaître beaucoup de personnes là-bas, de très bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai d'excellentes relations avec ces personnes-là. J'ai appris également à vivre avec tout le monde, parce que c'était pas facile en partant, mais une fois à l'école, on a eu la chance, nous, quand même. C'était pas trop massifié. Nous avions eu la chance d'avoir des conditions sociales plus ou moins réunies. Quoique, on a connu quelques difficultés liées aux conditions sociales et par moments des problèmes liés aux conditions pédagogiques. Mais ça, c'est la vie normale, c'est normal dans une vie. Et on a également appris à surmonter quelques difficultés et relever quelques défis. Aujourd'hui, parce que notre génération a coïncidé avec l'avènement de l'Université de Thiès. J'ai l'habitude de dire que l'ENSA a connu 3 à 4 phases depuis sa création. C'est-à-dire ça, la première phase, c'était l'implantation de l'école. Il y avait une nouvelle orientation, etc. Mais il y a une autre phase où l'ENSA est passé de l'INDR à l'ENSA. Et ça, c'était également d'autres paradigmes qu'il fallait gérer. Et l'ENSA a failli passer de l'ENSA à l'UFR Sadr. Nous, on a coïncidé avec cette période-là, avec l'université. Et il y a eu beaucoup d'histoires. Je pense que là aussi, on doit faire les mémoires, ou bien pour certains, ou bien écrire toute cette histoire-là. Et de l'UFR Sadr, aujourd'hui, on est dans une autre phase également de sortie de l'université. Donc, ces 4 étapes marquantes doivent servir aujourd'hui de repère. Que ça soit documenté, que les gens puissent tirer des leçons pour l'avenir. Moi, je suis de ceux qui pensent que aujourd'hui, je suis pour la massification. Pourquoi je dis je suis pour la massification? Parce que je ne peux pas comprendre un pays comme le Sénégal, qui a tout son tard dans le développement agricole, continue à avoir ou bien à former un nombre aussi réduit d'ingénieurs de cadres dans le développement, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les départements de l'ENSA. Je pense que ça, c'est une correction à faire. Maintenant, les mesures d'accompagnement, c'est ce à quoi nous devons nous attaquer. Et je pense que l'ENSA s'était engagé dans un plan stratégique. Je n'ai pas tous les éléments de l'aboutissement de ce plan stratégique, mais je pense que nous devrons être dans la logique aujourd'hui de former des centaines et des centaines d'ingénieurs par année qui vont participer vraiment au développement de ce secteur. Maintenant, nous avons l'habitude d'être dans un... Bon, je ne sais pas quel mot il faut emprunter. Élitisme, voilà, élitisme, etc. Je pense que pour moi, ça, c'est important parce qu'en science, il faut faire partie des élites, il faut être bon, il faut être bien formé. Mais cela n'empêche pas aujourd'hui qu'on forme des masses critiques d'élite parce que nous en avons énormément et il faut améliorer la communication, la sensibilisation, le métier de l'agronome également. Il faut davantage le vendre sur l'image, sur les compétences. Aujourd'hui, voilà, tous les collègues agronomes qui sont dans des structures, ils font partie des cadres les mieux cotés. Mais malheureusement, le nombre réduit de ce cadre professionnel, peut être
également une limite par rapport à l'importance ou bien à la perception que les autres ont de ces écoles-là. Donc je pense que ça également, c'est très important. Il faut que les gens se mettent en avant, que les gens puissent occuper des responsabilités dans ce pays, pas simplement comme on le fait, hein, parce que la plupart d'entre nous sont dans les projets ou bien sont tapis dans les services, dans des structures où il y a entre guillemets, chacun est dans son petit confort. Donc on pense que vraiment ça suffit. Mais non. Moi je pense que cette nouvelle génération, quand je dis cette nouvelle génération, c'est nous autres et les cadets qui viennent, doivent davantage se battre pour se faire connaître, pour se faire voir. Et puis, ils ont des arguments à faire valoir dans ce pays-là, parce que tout ce qui est référentiel de politique publique, ou bien tout ce qui est objectif de développement, c'est dans le secteur de l'agriculture de façon générale, dans le secteur du développement. Et pour la plupart, nous n'avons pas de spécialistes assez aguerris qui portent la voie. C'est pourquoi ce concept de la voie des agronomes, elle est aussi importante pour nous entre agro, mais également elle est importante pour le monde et le pays entier, que les autorités, ou bien les autorités que ce soit politique, sachent que également il y a une nouvelle structuration, une nouvelle structure examen qu'il faut repositionner vraiment l'espèce agronome. Donc ça c'était juste une petite digression par rapport à la vie sociale. Maintenant, la vie professionnelle, moi personnellement, je pense que je vais le dire, hein, bon, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Au-delà, ce sont mes parents qui n'ont pas, quand je dis mes parents, ce sont mes parents proches, ma famille, mais également je dois beaucoup à certains anciens de l'ENSA. Parce que vous savez, des fois, ton premier emploi est très déterminant dans ta carrière. Et moi, j'ai eu la chance de croiser un grand frère, un ami, qui s'appelle Mamoudou Diop. Mamoudou Diop, qui est actuellement le directeur du projet Nafor et Warsadi de l'USAID. Bon, je ne pense pas qu'il soit peut-être, ou bien qu'il se souvienne de ça. Mais il a fait pour moi un petit acte aujourd'hui qui m'a amené, peut-être, je dirais, jusque-là. Parce que quand je faisais la cinquième année ou bien la 6e année, comme nous on a fait le master, tout le monde cherchait un sujet. Moi, je n'avais pas de sujet. D'ailleurs, je n'en cherchais même pas. Je suis resté en classe. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, Tidiane, tu as terminé? J'ai dit, non, je n'ai pas fini. Il me reste, etc. Je n'ai pas de sujet. Il me dit, ok, tiens. Bon, là, je te rappelle, parce qu'il y a une opportunité de recrutement pour un ingénieur junior, agro-junior, pour un poste à Tamba sur la bananerie, avec un projet qu'on appelle Agrofer. Il devait travailler avec Aprovac. Je lui ai dit, mais bon, comment on va faire? Moi, je n'ai pas de sujet, je n'ai pas encore terminé. Il dit, attends, je rappelle. Ce que j'ai fait, il appelle un super grand, c'est mon excellent grand, je lui passe un salam, Ousseynou Konaté. Tout le monde sait, aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent savent que Ousseynou, c'est mon mentor également. Konaté, Mamoudou l'a saisi, il dit, ok, passe-le moi. Il me passe le numéro de Konaté, je l'appelle, il me dit, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, tu viens, mais je vais prendre quelques objectifs ou bien quelques tâches, on va le formuler un truc, comment ça s'appelle? Sujet de mémoire. Un sujet de mémoire. Maintenant, tu peux faire ton, comment ça s'appelle encore, le document, comment on l'appelle? Tu peux faire ta note d'orientation, quoi. Je passe voir Feu Diop, Amadou Mahmoud Diop, paix à son âme, et je l'explique. Il me dit, mais Tidiane, tu sais, toi, je ne sais pas comment on va devenir de très grands amis. Parce que si tu travailles sur la banane, alors que moi, je faisais ma thèse sur les pétrobananes dans l'Amérique latine, ça veut dire que c'est un sujet qui va devoir m'intéresser. Et c'est comme ça que je suis allé à Tamba. Et je suis tombé entre les mains de Ousseynou Konaté. Moi, je l'appelle, quand on l'appelle Mbappé, comment dire, le nouveau ministre Mabouba, on l'appelle Mbappé. Moi, mon Mbappé, c'est Ousseynou Konaté. Donc, il me prend,
en son temps, il y avait également Michael Diédou qui était là-bas, qui était un grand ami au lycée agricole. Donc là, je fais mon mémoire et voilà, quand je termine mon mémoire, au bout de 6 mois, il me dit, OK, je te confirme comme assistant du projet si tu veux. Donc moi, je n'ai pas connu le chômage. Je touche du bois. Donc, il me prend, mais entre-temps, il me laisse 2 semaines pour me reposer et repartir à Tamba. Je reviens à Dakar, je pars, ça coïncide avec la Fiara. Je pars à la Fiara, je visite comme naturellement les visiteurs, je croise Fatou Dieng, Madame Gueye. Fatou, je te passe le salam et grand Moustapha. Fatou, c'est une grande sœur, c'est une conseillère, etc. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur elle. Mais puisqu'on est dans l'émission, je vais factoriser ça. Elle me dit, Tidiane, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, écoute, moi je suis à Tamba, j'ai travaillé sur un sujet qui traite sur l'exportation de la banane bioéquitable en partenariat avec, etc. J'ai expliqué le modèle de joint venture qu'on fait, etc. J'ai expliqué le modèle de joint venture qu'on fait. Je le croise. Elle me dit, écoute, nous on a besoin d'un profil junior comme toi, mais tu viens. Il dit, ah Fatou, moi j'ai un problème, moi je veux bien travailler avec toi, mais je ne sais pas comment je vais l'annoncer à Konaté. J'ai eu énormément de difficultés pour prendre une décision. Finalement, j'ai appelé Konaté, je lui ai dit, grand, bon, voilà ce qui se passe, etc. Il y a une proposition. Il me dit, non, bon, tu dois faire une carrière. Tu dois faire une carrière. Moi, je t'encourage, il faut partir. C'est comme ça que je suis allé à Kolda, au PADEC. En 2000, je suis allé au PADEC et je suis arrivé en tant qu'assistant suivi évaluation. Je travaille avec elle. Un moment après, avec l'ingéniosité, et je passe le salam également au colonel Cheikh Daouda Diallo, qui est un papa pour nous, hein, parce qu'il a un style de management qui est fantastique. Il nous a eu. Moi, j'ai été sur le terrain, on a beaucoup travaillé. Bon, quelques mois après, il m'appelle, il me dit, OK, on a un objectif de faire, parce que là-bas, on travaille plus dans la production et dans la transformation, dans l'agroalimentaire. Maintenant, il me dit que bon, on va créer des sociétés coopératives. Et je veux que tu travailles pour aider à la mise en place de cette société coopérative, de la coopérative. Bon, c'est comme ça, j'ai fait 6 ans là-bas. J'ai travaillé vraiment dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé dans la production, dans l'agroalimentaire, dans le financement. Et vraiment, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Ça m'a permis de me faire, de connaître un peu les enjeux. Et jusqu'à la fin du projet, ce qui était particulier avec Cheikh Daouda, je vais le rappeler ici, parce que c'est un ancien de l'école. Et Cheikh, c'était lui le coordonnateur du projet. Mais ce que j'ai vu en lui, c'était inédit. En fait, tout le monde était resté en bloc autour de lui jusqu'à la fin du projet, ce qui était très rare. Et je pense que c'est des anciens également qu'il faut tendre le micro et les donner l'occasion de parler aux gens. D'accord. Donc quand j'ai quitté le PADEC, je suis allé au projet Tiers Sud de Baïdaré, où j'ai occupé la responsabilité, où j'ai été l'expert en développement, l'expert agroéconomiste, et suivi de tout ce qui est filière et ce qu'on appelle les CGR, les centres de gestion et d'économie rurale. J'ai fait 3 ans. J'ai été avec une équipe également multidisciplinaire. Il y avait un ancien qui était, le coordinateur, c'est Abdou Niacham, qui est un ancien. J'étais avec d'autres camarades. On a travaillé dans les 3 régions, Kolda, Tamba et Kédougou, sur les 4 filières, la banane, le maïs, le lait et le riz. Et
au bout de 3 ans, j'ai quitté. Je suis allé au projet qu'on appelle le PDCVR, le projet développement de la chaîne de valeur, où je coordonnais un peu tout ce qui était la zone sud. Donc là également, j'ai fait avec la BID, la Banque islamique de développement. J'ai fait 3 ans, j'ai quitté et j'ai rejoint le FONAMIF où je suis actuellement en poste comme directeur des investissements, du financement et suivi portefeuille. Donc le FONAMIF, c'est le Fonds national de la microfinance, donc qui est sous la tutelle technique du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire et sous la tutelle financière du ministère des Finances. D'accord. Donc voici en résumé un peu ma trajectoire. Donc en peut-être 12-13 ans de carrière. Donc j'ai fait combien de postes? 1, 2, 3, 4, je suis peut-être à ma 5e position. Et je pense que ça, c'est le propre également de beaucoup de sortants de l'ENSA. C'est de grands migrants, quoi. En effet. Voilà. C'est très versatile. Alors, chers téléspectateurs, vous voyez quand on demande à quelqu'un avec un CV de plusieurs phases de parler de son parcours professionnel, c'est ce que ça donne. Voilà. Et là, dites-vous que c'est de manière vraiment résumée, en fait. Il est revenu sur la vie sociale de l'ENSA. Je pense qu'en tant qu'ENSA, nous pouvons comprendre. Quand on est à l'ENSA, c'est comme si on était coupé du reste du monde. Nos amis de l'extérieur même se disent que voilà, tu as de nouveaux amis, voilà, tu nous as oubliés. C'est ça, en fait. Vous avez de nouveaux amis intimes. C'est un nouveau monde, c'est un autre monde à part et qui continue même après l'ENSA. Les ENSAiens se marient entre eux, les ENSAiens se donnent des noms entre eux, des homonymes. Voilà, c'est la famille ENSAienne. Et du côté pédagogique aussi, vous êtes revenu sur les transitions qui ont façonné l'ENSA, qui ont fait de l'ENSA ce qu'elle est aujourd'hui et qui vont inspirer ce qu'elle va être dans le futur. Vous avez également posé le débat de la massification. Je pense que j'invite les élèves ingénieurs et les ingénieurs à en débattre dans les commentaires ou voilà, dans les groupes. Parce que chacun a un avis différent sur le sujet. Je pense qu'on peut en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est une bonne idée. C'est à prendre avec des pincettes. Je pense qu'on peut en revenir. Vous avez également parlé de la VDA et c'est l'occasion de rappeler que vous êtes également le parrain de l'édition 2024 de la VDA, Voix des agronomes, qui aura lieu le 9 novembre à l'amphithéâtre du CERAS. Et vous êtes tous conviés. Moi, personnellement, j'y serai. Et vous aussi, vous devez y être en tant que parrain. Voilà, donc vous êtes tous invités. Et c'est inutile de reparler de votre parcours parce que je pense que ça va prendre encore une autre demi-heure. Donc, on va directement attaquer une autre question. Actuellement, on entend beaucoup parler de sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. Ce sont les termes du moment, c'est les mots-clés du moment. Donc, tout d'abord, en termes simples, en termes très simples, accessibles à tous, qu'est-ce que la souveraineté alimentaire? Et ensuite, que pensez-vous en fait? Quelles sont les mesures que vous pensez qui sont à prendre pour vraiment que nous soyons en fait dans cette souveraineté alimentaire? Donc, est-ce que même c'est possible actuellement? Bon, vous savez, c'est des questions qui sont très transversales et qui interpellent également beaucoup d'autres domaines et dont les responsabilités sont partagées. Mais ce que nous pouvons rappeler, nous avons un potentiel agricole au Sénégal qui est important. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas par excellence un pays avec par exemple, je sais pas, avec une pluviométrie extraordinaire, parce qu'il y a une bonne partie du pays qui n'est pas totalement arrosée. Nous sommes dans un pays qui a des atouts agricoles. Maintenant, les concepts de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, excusez-moi. L'essentiel pour moi, c'est que nous devons avoir une orientation basée sur quelque chose de durable. Sur quelque chose de durable. Tout passe d'abord par la capacité de comprendre quels sont les fondamentaux, quels sont les atouts sur lesquels nous pouvons nous fonder pour développer notre. Moi, je le dis, parce que moi, je suis un entrepreneur. C'est une autre casquette que je n'ai pas dévoilée. Moi, je suis entrepreneur agricole. J'ai une entreprise qui s'appelle Tampunanya Agrobusiness. En Pulaar, ça veut dire que
c'est le succès au bout de l'effort. Parce que moi, j'ai compris que tout ça, ce qu'on dit, les gens sont dans des théories, dans de gros documents, etc. Mais en tout cas, c'est comment créer la disponibilité des facteurs de production. Aujourd'hui, une bonne politique agricole, elle passe d'abord par une bonne valorisation des ressources, en eau d'abord, un bon aménagement, la bonne disponibilité de semences, de qualité, une bonne disponibilité d'intrants et un bon engagement des acteurs. Il y a forcément l'existence d'un marché. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, comment combiner l'ensemble de ces facteurs de production pour répondre aujourd'hui à la demande globale. Les définitions classiques de souveraineté alimentaire, etc. Pour moi, il faut aller vraiment fondamentalement vers la valorisation de ces ressources. Je donne un exemple. Nous sommes dans la vallée. Nous faisons focus sur le riz. Aujourd'hui, nous avons la SAED qui est... Bon, on a beaucoup de collègues qui sont là-bas. Mais est-ce que réellement, jusque-là, nous sommes arrivés à régler ce déficit ou bien ce besoin en disponibilité? Parce que les gens te diront, moi je produis au nord. Mais chaque année, je suis obligé de réhabiliter un casier. Ou non, pas un casier de rafistoler des digues, etc. Parce que le système, ou bien les investissements, les moyens qu'il faut pour investir, ou bien un type d'aménagement adapté, je pense que les moyens n'y sont pas. Maintenant, le peu que nous avons, autant faire du bon travail pour permettre aux gens de pouvoir exploiter à merveille ce qu'ils ont. Les potentialités du pays, dans le nord et dans le sud, dans le centre, comment renforcer aujourd'hui, comme j'ai dit, la disponibilité des facteurs de production, surtout les intrants de qualité. Aujourd'hui, la semence, on te dit que c'est aujourd'hui presque 30% du rendement que tu peux avoir. Qu'est-ce qui nous prouve que l'engrais que nous disposons, c'est effectivement ce qui est écrit dans les emballages? De moins en moins, les gens ne se rendent pas compte que ça, il peut y avoir beaucoup de falses. Est-ce que les terres, bon, je salue les initiatives, il y a beaucoup d'initiatives en cours avec les projets. Aujourd'hui, il y a Dundul Souf et l'ISRA qui sont en train de faire un excellent travail sur la cartographie de la fertilité des sols, etc. et la proposition de nouvelles formules d'engrais. Mais tout ce qui nous vient d'ailleurs, mais les semences, nous avons un réel problème de ça. Donc, ce sont ces facteurs de production, pour moi, qu'il faut régler. Parce que tant qu'on ne les règle pas, les rendements ne suivront pas, les gens ne pourront pas manger et vendre le reste. Et tant que les gens ne produisent pas assez pour vendre une bonne partie et régler leur problème, les gens vont quitter le secteur agricole pour aller. Aujourd'hui, quand on fait la situation, il y a de plus en plus la perte de main-d'œuvre agricole. Je donne le cas de la filière riz pluviale. Il y a une dynamique que les gens ne sont pas en train de suivre. C'est un changement social qui est en train de s'opérer. C'est une filière qui est essentiellement occupée par les femmes. Essentiellement occupée par les femmes dans les régions du Sud. Mais n'oubliez pas qu'il y a parallèlement, depuis 10-20 ans, une bonne politique de scolarisation de ces filles. Aujourd'hui, la majeure partie des filles qui devaient retourner au champ, je ne le dis pas parce que c'est adjugé, mais beaucoup sont à l'école, à l'université, d'autres travaillent, même si tout le monde n'a pas émergé à l'école, mais d'autres vont aller préférer faire autre chose. Maintenant, les gens ne se rendent pas compte que la saturation de ces exploitations est faible et le rythme d'équipement, de mécanisation ne suit pas. Donc c'est-à-dire, nous allons développer des choses, mais à côté, il faut surveiller toutes les dynamiques. Et ça fait appel à beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, il faut des études de comportement, de changement de comportement qu'il faut mener en profondeur de façon très spécifique dans des localités, dans des filières, dans des couches sociales pour pouvoir avoir une bonne politique. Les gens sont dans les questions, grandes questions, il faut distribuer des semences, il faut distribuer de l'engrais, après on fait le bilan.
Bon, on entend beaucoup cette année l'histoire avec les semences d'arachide. Si. Maintenant, c'est vrai ou c'est pas vrai, par zone, etc. Mais c'est des choses qui arrivent. Maintenant, comment aujourd'hui aller vers la structuration de ce pays-là? À travers, moi, je valide parfaitement l'idée de coopérative communale. Parce qu'une coopérative à l'échelle d'une commune, elle permet de prendre en charge toutes les préoccupations. Une coopérative à partir d'une commune, elle permet à l'autorité administrative qui couvre les communes qui est au niveau arrondissement d'avoir les informations, pas dispersées, mais au moins des informations groupées. Les circonscriptions communales, les collectivités locales, elles peuvent également avoir toutes les informations et les besoins et les potentialités de chaque commune. Ça, on viendra au moment où la coopérative sera un partenaire privilégié de cette autorité, de cette collectivité locale. Donc, tout ce qu'on fera en termes de subvention, en termes de formation, en termes de besoins d'investissement, ça va être clair et partagé. Maintenant, à l'intérieur de cette coopérative-là, il faut des spécialisations, il faut des gens qui font de l'agri, qui font de l'élevage, ils sont en semences, d'autres ils sont des prestataires de services, d'autres ils sont dans tout. Donc, je pense que si on y arrive, ce maillage national-là, qui est d'abord d'ailleurs la nouvelle vision, l'orientation nouvelle, et je pense que si on arrive à le faire, en tenant compte vraiment de l'évaluation de l'évaluation un peu des risques. Parce que par le passé, on a connu des coopératives, mais il ne faut pas avoir peur de faire une bonne évaluation et de reprendre. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut avancer sur ces questions-là. Il faut mettre les moyens dans le secteur agricole et il faut beaucoup de ressources de financement. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont structurés, mais ils ne sont pas financés. Nous, d'ailleurs, là où nous sommes, on est en train de faire un plaidoyer pour vraiment élargir notre champ d'action et nous intervenons beaucoup dans le système de production. Ce que moi je dis, les modèles, nous faisons des modèles qui ne sont pas globaux ou bien qui ne sont pas globaux du moins. Parce que je prends le cas de SIPA, de Matam. Bon, je discute avec mon frère Amadou Kane, qui est le coordinateur du programme. Mais écoutez, regardez ce qui se passe. On a 47 SIPA dans les 2 départements. Pour chaque SIPA, on a investi à moins de 200 millions. Mais est-ce qu'en investissant ces 200 millions, on a permis à chaque SIPA d'avoir au moins 50 millions ou 100 millions de fonds de roulement pour permettre de mettre en valeur ce potentiel? Des fois, on ne le fait pas. On vient, on investit, il n'y a pas suffisamment de mesures d'accompagnement. Et c'est ça qui plombe aujourd'hui. Même les projets ont ces difficultés-là. Parce que cet appui financier, on te dit, OK, on va externaliser ça, il faut travailler sur l'intermédiation financière, les banques, ils te prêtent aujourd'hui, etc., avec les conditions. Mais en agro, ce n'est pas comme ça. Il faut gérer les risques, il faut les prévoir, il y a beaucoup de fluctuations, les changements climatiques sont là, les problématiques de marché sont là, la compétitivité elle est là. Aujourd'hui, on ne peut pas créer une entreprise aujourd'hui et vouloir qu'elle soit performante. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, je pense que tout ça, c'est dans le montage des projets et dans le montage des programmes agricoles. Et il faut y travailler. Donc, moi, je pense que nous devons travailler sur ces questions de profondeur et aider notre ministère aujourd'hui à ne pas être sur vraiment je vois l'ambition et la volonté de vouloir bien faire. Mais est-ce que réellement aujourd'hui, nous prenons en compte toutes les préoccupations? Parce que moi, je le série en 3 niveaux. Nous avons un niveau où c'est des producteurs vraiment qui ont besoin de moyens de subsistance, qui n'attendent que l'hivernage pour produire et pour amener quelques kilos chez eux et manger. Après, bon, il faudra les appuyer pour compléter le reste de l'année, attendre l'hivernage prochain. Ça, c'est un type d'agriculteur. Nous avons ceux-là qui sont à l'intermédiaire. Ceux-là qui produisent, mais qui ne peuvent pas consommer tout ce qu'ils produisent. C'est l'exemple des horticulteurs. Ils sont obligés d'aller vendre dans les marchés de proximité. Maintenant, comment organiser tout ça pour permettre à ces petits producteurs qui sont à l'échelle intermédiaire, qui produisent autour de petites superficies,
de 0,25 hectares ou bien 0, etc., 0,5 hectares, etc. Comment les regrouper pour les amener vers une mutualisation et faciliter la commercialisation? Parce que moi, je crois à ce qu'on appelle l'agrégation. On pense que les agrégateurs sont des intermédiaires qui sont là, etc. Non, non. Pour cette catégorie de producteurs, ce groupe de producteurs qui sont à l'échelle intermédiaire, je pense qu'il faut les mettre en relation avec des agrégateurs qui, eux, vont démarcher des marchés avec de grands volumes. Maintenant, l'agrégateur peut traduire toute cette commande qu'il a reçue de son marché. Il va traiter ça ou bien il va transférer ça au niveau des petits producteurs qu'il aura pour définir vraiment un plan de production. Ça, c'est une autre catégorie. Mais n'oubliez pas que nous avons une catégorie également qui doit être renforcée, c'est ceux qui sont dans l'agrobusiness. Il faut que l'État les aide à mobiliser suffisamment de terres, à s'aligner avec la nouvelle technologie et beaucoup d'appui, de financement pour pouvoir répondre sur des préoccupations de volume. Aujourd'hui, nous devons pouvoir inverser la tendance, commencer par réduire les importations pour bloquer un peu tout ce qui est importation, commencer à satisfaire les besoins à l'échelle nationale et également compter sur certains pour commencer à exporter les produits pour des filières ciblées. N'est-ce pas? Nous avons besoin également de gros producteurs, des agrobusiness qui vont produire des produits conformes qui sont destinés à la transformation. Parce que les industries de transformation également, ils ont des cahiers de charges. Il leur faut des produits conformes, de la matière de qualité qui répond à un certain nombre de critères. Et ça, avec nos petits producteurs-là, des fois, ce n'est pas la préoccupation première. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour respecter un cahier de charges qui, par exemple, pour un transformateur ou bien pour un industriel. Donc, je pense que ces trois catégories d'acteurs, nous devons avoir trois façons d'intervenir chez eux. Et à la fin, pousser ces petits producteurs qui sont au bas de la pyramide, comment ils vont remonter et réduire le nombre conséquent des producteurs d'ici des années qui sont dans les besoins de subsistance, comment les amener à un niveau 2 et le niveau 3, le niveau 2 les amener au niveau 2 et puis voilà, c'est comme ça pour moi qu'il faut opérer. En gros, vous préconisez qu'on soit plus dans la profondeur, que ce ne soit pas dans des définitions, des théories, des rédactions de documents, que vraiment l'on soit plus dans les actions, vraiment, et d'appuyer les organisations de producteurs pour amener vers d'autres niveaux et vous encourager également les coopératives agricoles. Et je pense que vraiment nous devons tendre vers ça pour atteindre nos objectifs. Et je pense que les experts ou bien les agronomes ont entendu toute votre analyse par rapport à la question et peut-être ils auront également des choses à apporter dans les commentaires. Nous les y invitons vivement. Alors, par rapport à l'orientation dont vous avez parlé, vous êtes expert en développement, vous êtes également agronome et je pense que vous êtes bien placé pour nous dire aujourd'hui, en fait, quelle est l'approche ou bien quel est le profil de l'agronome que pensez-vous que l'agronome doit être aujourd'hui? Quelle approche doit-il adopter pour vraiment tendre vers cela? Parce qu'en fait, la responsabilité de développer l'agriculture sénégalaise nous revient en quelque sorte. Oui, vous savez, c'est important. Le profil d'un agro, d'habitude, de toute façon, les agros sont transverses. Pour la plupart, ils sont dans la transversalité. Ils sont dans la transversalité. Et le développement rural fait appel à beaucoup de compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, les profils agro, nous avons besoin d'agro plus pointus sur des questions pointues, surtout dans les questions de recherche ou dans des thématiques passées. Mais c'est comme également, nous avons besoin également de profil agronome, d'agro-entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je pense que ce qu'on invite, on invite beaucoup de gens à aller dans l'entrepreneuriat, à s'investir dans l'agronomie, etc., dans l'agriculture, etc. Mais nous devons commencer par nous-mêmes.
aujourd'hui, ce qui est plus beau à voir, ce qui devrait être plus beau à voir, c'est de voir au Sénégal, au moins que chaque agronome puisse disposer au moins de 1 à 2 hectares de terre. Ne serait-ce que pour l'image, pour nos pays, c'est assez parlant. Maintenant, peut-être tous n'ont pas peut-être cette aptitude ou bien cette capacité-là, mais nous devrons davantage être impliqués dans l'entrepreneuriat. Et moi, je suis tenté même à voir ou bien à dire pourquoi, avec certaines structures comme l'ANIDA, comme l'ANPEJ, au lieu de nous positionner sur l'encadrement ou bien sur la gestion des projets, etc., il faut être des bénéficiaires directs. Nous devons être des bénéficiaires directs. Aujourd'hui, moi, je dis que si on prend, par exemple, 4 agros, un économiste, un génie rural, un PV, un PA, ou bien, bon, maintenant, il paraît qu'il y a sciences du sol et autres, on prend ces profils-là. On va, par exemple, dans les écoles de commerce, on prend 2 profils. Dans les écoles de commerce et de management, on prend 2. Et c'est-à-dire on crée des coopératives de 10 ou 15 personnes, ou bien des entreprises de 10 ou 15 personnes. Toutes ces fermes qui sont dans ce pays-là. Parce que moi, je pense que là où on a mis un point d'eau, il n'y a plus de raison de dire que ça ne doit pas marcher, ou bien ça ne marche pas. Parce que pour moi, la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est la mobilisation de l'eau. Mais si tu as un forage, tu as un panneau solaire, tu peux avoir de l'eau. Mais rien ne peut justifier l'échec. Tout ce qu'il faudra faire, c'est l'engagement. Imagine si on a ces petits groupuscules de profils variés à l'intérieur et on les confie des fermes. Il n'y a pas que ça qu'ils pourront faire. Ils vont être dans les études, ils vont être dans l'exploitation, dans la production, et c'est eux-mêmes qui vont être dans la transformation, dans la valorisation. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous pouvons peut-être inciter les jeunes à rentrer, mais sinon, parce que les grands, pour la plupart, maintenant, c'est des grands patrons. Vous avez des grands qui sont vraiment des grands patrons. Mais pour les autres cadets qui vont arriver sur le marché, peut-être le marché de l'emploi va être plus ou moins saturé. Mais il y a les seuls issues aujourd'hui, c'est aller dans l'entrepreneuriat. Et nous avons vu de plus en plus à l'ENSA, les jeunes commencent à s'organiser, etc. Et nous, vraiment, nous encourageons cela. Et nous, là où nous sommes, au FONAMIF, je pense que nous avons également une ancienne qui est là-bas, Nicole Mansis, qui a vraiment une grande sensibilité pour ce secteur-là, pour le financement de ce secteur-là. Et vraiment, on est en train de faire des efforts quand même pour regrouper des acteurs, pour les financer dans la transformation, dans l'agriculture. Je pense que le profil idéal aujourd'hui, c'est agro-entrepreneur et les agro-dealers. Donc voilà, je pense que la réponse en phrase, c'est ça, le profil de c'est vraiment l'agriculture. Yeah. Bon, je pense que les élèves ingénieurs et les ingénieurs actuels de l'interne sont vraiment conscients parce qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives en France. D'ailleurs, même avec le club partenariat, le comité de développement de compétences, toutes ces structures, ces comités, ces commissions sont là pour vraiment encourager les élèves ingénieurs à se lancer, à s'autonomiser, si je peux dire, de sorte qu'à la sortie, on ne soit pas là à attendre un travail, que nous soyons nous-mêmes capables de générer notre propre travail et de créer des emplois. Parce que je pense également qu'en tant qu'agronome, nous ne sommes pas seulement appelés à être employeurs de cadres. Nous sommes bien formés et bien formés pour créer des emplois pour les autres. Et je pense que même là, c'est dont le pays a besoin. En parlant d'inciter les jeunes et de cette génération du marché de l'emploi, je pense que nous pouvons venir répondre à la question suivante. Quel est en fait votre conseil, votre conseil pour les jeunes, les jeunes de manière générale, pour s'adapter au marché du travail, pour l'orientation? Votre conseil aux jeunes? Bon, moi, ce que je leur conseille, c'est pas de rester jusqu'en 5e année, commencer à développer un réseau. Parce que tout ce que vous voyez jusque-là, le réseautage, il est important. Vous avez énormément d'anciens qui sont dans des structures, qui ont besoin également de ressources humaines.
Je pense qu'il faut, dès la première année, deuxième jusqu'en troisième année, commencer à faire son carnet d'adresse, commencer à chercher une orientation, identifier vraiment des secteurs d'insertion et commencer à démarcher les gens. C'est comme ça qu'on trouve pour la plupart de l'emploi, mais il ne faut pas attendre jusqu'à soutenir et puis attendre que, bon, on va vous appeler. Les gens ne vous connaissent pas. Ceux qui n'ont pas eu la chance de vous rencontrer comme ça, ils ne vous connaîtront pas. Et ils connaissent d'autres personnes qui également ont besoin de travail. Donc, des fois, si tu as une opportunité, ton esprit vient à celui qui est plus en relation avec toi. Et je pense que moi, le conseil que je vais vous donner au cadet, c'est déjà présent, à partir de la deuxième année, troisième année, établir, parce que des relations avec des anciens, avoir un esprit d'ouverture, et puis ne pas se fermer sur soi-même, attendre jusqu'à la fin pour faire taper, taper à toutes les portes. Mais il faut vraiment s'engager à connaître. Mais je vois que l'ENSA, donc les cadets actuels, sont beaucoup plus dans, ils sont beaucoup plus communicants. Et c'est de grands communicants. Et ils sont plus visibles également. Je pense que ça, c'est important. Ils mettent énormément de... Et de plus en plus, ils sont un peu IT. Ils créent beaucoup d'outils. Moi, je travaille avec certains d'entre eux pour la plupart. Ils sont très TIC. Et c'est important. C'est important, c'est de la valeur ajoutée, quoi. Donc, ça, c'est un encouragement que je fais au cadets, quoi. C'est l'époque qu'il appelle. Alors, vous l'avez entendu le résultat, c'est très important. Après, à la fin de l'émission, vous allez me donner votre carnet d'adresse, parce que pour moi aussi, je commence à chercher les lignes avant la section. Alors, on a beaucoup parlé de développement, on a fait le tour des questions, même s'il y a beaucoup de choses dont on doit parler, dont on peut parler. Mais nous sommes vraiment contraints par le temps, et voilà, vous avez déjà beaucoup donné en ces quelques minutes. Et je pense qu'il est temps que nous retournions à l'ENSA. Nous sommes partis à l'ENSA, nous avons quitté l'ENSA, nous avons parlé de développement. Donc nous allons retourner à l'ENSA maintenant. Et voilà, c'est la partie que je préfère et que les internautes également préfèrent, certainement. C'est la partie anecdote. Vous allez nous raconter une petite anecdote sur votre séjour à l'ENSA, une petite anecdote drôle qui vous a marqué. Vous êtes libre. Mais bon, il y a tellement d'anecdotes à l'ENSA, donc nous vous restons anecdote. Vous avez raison, hein? On a beaucoup d'anecdotes. Mais là, je vais attaquer un ami intime là, Moussa Wad. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est actuellement à la Saïd, quoi. Moussa, président Wad. Donc là, c'est quand on faisait la première année lors du stage là. Je me rappelle bien. Ou bien c'est pas. Ah, bon. Non, t'inquiète pas, je vais pas donner son nom c'est quoi? C'est le nom d'animal et le nom, le vrai nom et le faux nom. Oui, mais lui, vraiment, il nous a beaucoup fatigué. Son nom là, il nous a beaucoup fatigué, même à l'ENSA. Surtout en période, je sais pas, en début d'hivernage, vraiment, il a fait beaucoup de dégâts. Il continue à faire des dégâts aussi. Moussa, calme-toi, quoi. Donc, quand on faisait la première année, c'était entre le BAT B et le bâtiment C. Je pense qu'il y avait... Ils nous ont tellement fatigués ce jour-là. Moussa, il disait que bàyyi ma dama ñibbi UGB, je vais faire mathématique. Après, moi, j'ai dit à ce gars-là, mais boy, il faut que tu voilà, tu vois, il y a beaucoup d'anecdotes pareilles. Moussa, et puis, Beren B, toujours Moussa Wad. Donc, Moussa, c'était le truc de la promo, quoi. Une fois également, on a demandé de rentrer sous le lit, c'était au bâtiment A, de faire l'inventaire de ce qui est sous le lit, quoi. Non, de faire l'inventaire. Il a compté les carreaux, les petits carreaux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il comptait. Après, bon, il est sorti, on l'a demandé qu'il n'avait pas terminé de faire l'inventaire. Et que, voilà. Il a décaissé, après il est sorti ce jour-là également. Les gens nous ont bleuis. À chaque fois, c'était lui ou Abdullah Hadjen
notre ami Lahat. Waaw, ñoom à chaque fois dañ doon décaisser quoi. Et puis les gars nous épargnaient pas. Et puis voilà, c'était de bons moments quand même. Et il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter là-bas. Bon, mais en tout cas, que de bons souvenirs quoi. Ouais, que de bons souvenirs. Maintenant, c'est tous des pères de famille. Moussa, c'est un père de famille. Maintenant, il a beaucoup de galons. Donc, voilà. waaw léppay jeex quoi. Bon, nous sommes à la fin de l'émission. Je vais vous laisser là pour dire vos motivations. Et si vous voulez vraiment, parce qu'il y a des situations, des inondations actuelles, qu'est-ce qui se passe à Bakel, tout ça, vous avez des mots à leur dire, des mots de compassion, de compétition avec les populaires, vous avez quelques mots à dire par rapport à cela. Voilà, donc je pense que ça, c'est des catastrophes aujourd'hui qu'on voit partout dans le monde. Pas plus tard que la semaine dernière, c'était peut-être en France, hier, c'était en Espagne. Et je pense que pour nous sommes très solidaires avec les populations touchées, d'autant plus que beaucoup de nos parents sont dans cette situation-là. Et nous leur apportons tout notre soutien. Mais également, sur les pertes, les incidences que ça peut créer sur les pertes de production qui seront probablement notées d'ici quelques semaines, parce qu'il y a beaucoup surtout pour les grandes cultures. Donc je pense que nous invitons très rapidement, peut-être le ministère de l'Agriculture, certainement ils y sont, d'aller vers une nouvelle campagne intercalaire de décrue qui peut réduire un peu l'incidence vraiment négative en mettant en avant vraiment des spéculations qui peuvent soulager en un temps très court. Parce que c'est une opportunité également, hein, parce qu'en même temps c'est un problème, mais on peut le transformer en une opportunité. Parce qu'avec le retrait de l'eau, on peut rapidement aller vers les cultures de décrue, quoi. Sinon, bon, je vais parler un peu en pulaar pour mes parents. Badra Bisselad, on tient c'est la question qui appelle, hein. Donc, comme situation ko hibiyen ko Allah fawiyen ko en dow dans la vallée. Donc, vraiment, yo Allah hoydin. Donc, ko woni hen ko fof yotaw ko ɓural. Joni kam, on va demander à l'État davantage d'appuyer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de participation aussi, hein, de façon anonyme. Les gens sont en train de se mobiliser, de cotiser pour aider les populations victimes. Et je pense que c'est important de le faire, quoi. Que les gens viennent au secours de ces populations. Parce que c'est difficile. C'est difficile. On n'en parle pas trop, mais quand même, il y en a qui vivent des situations très compliquées, surtout le long du fleuve. Et il faut vraiment les soulager, quoi. Donc, merci. Hein. Donc, moi, je suis très honoré. J'aurais dû me déplacer à l'ENSA, mais malheureusement, vous avez accepté le déplacement parce que nous sommes trop chargés. Déjà, ça, c'est un grand geste. Et je suis vraiment honoré. Et cette initiative-là, également, elle est très belle. Et je pense que tout le monde doit la soutenir. Et moi, je vais vous filer maintenant des noms qui vont passer. Hein. Il faut soutenir cette initiative-là. Elle est belle. Elle est belle. Donc, merci et je vous encourage tous les élèves ingénieurs également à la persévérance, à la performance. Et c'est ce qui peut vous vendre demain. Donc, il y a une présomption parce que ENSA forme des cadres de haut niveau. Mais, une fois sur le terrain également, en milieu professionnel, il faut se battre parce que tu as des gens comme toi, souvent qui sont meilleurs que toi, mais il faut se battre pour être à la hauteur et pour être performant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, pour le camping, il faut commencer à le faire. Donc, voilà, de madame, je vais me faire de fautir et donc, c'était vraiment un plaisir d'avoir été reçu par vous. Vous avez pris de notre précieux temps pour nous accorder cet entretien. Et vraiment, ça nous fait plaisir. C'est un réel honneur pour nous. Et je dis que c'est toujours un plaisir de faire ces entrevues avec les anciens. Parce que j'ai l'habitude de le dire, ça, en fait, ça augmente
non seulement ma fierté, et je suis sûre la fierté également des autres Ensaïens, d'être Ensaïens, de voir ce que nos alumni sont devenus, de voir ce qu'ils font aujourd'hui pour les pays. Ça nous encourage et ça nous motive. Alors c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Encore une fois, merci beaucoup, c'était un plaisir. Alors, chers anciens, je vous lance un appel sur toutes les autres spécialisations. Il ne faut pas laisser les agroéconomistes vous voler la vedette. Les GR, les agropédologues, les PA, les PV, mais venez, l'émission c'est pour vous également. Ce n'est pas seulement pour les économistes et les CV. Donc, nous vous invitons. C'est un plaisir d'être avec vous dans ce numéro de Parcours de l'agronome. Et nous vous réinvitons pour la VDA 2024, ce sera le 9 novembre, Inch'Allah, à l'amphithéâtre de Serras. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Thank you.